Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce webinaire dédié à la transformation digitale, transformation numérique. Aujourd'hui, sur ce premier rendez-vous Transfo, qui sera un rendez-vous mensuel, nous allons parler transfo numérique dans l'industrie, à savoir comment passer d'une usine Lean à une usine 4.0. Juste avant de présenter les structures et de passer la parole à nos intervenants, juste un petit point technique pour poser vos questions et les questions que vous aurez à poser à nos intervenants. On vous invite à utiliser seulement l'onglet Q&R pour les questions que vous avez. N'hésitez pas à les poser tout au long de la présentation et puis on reviendra dessus à la fin de la présentation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pierre Sanchez, je travaille pour Digital League. Pour ceux qui ne connaissent pas le cluster, nous sommes un cluster de développement économique de la filière du numérique et notre mission est d'accompagner les entreprises du numérique de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans leur croissance et ça passe également par le rapprochement avec les entreprises des autres secteurs d'activité. C'est pourquoi nous sommes ravis d'organiser ce webinaire avec Montblanc Industrie. Perrine, je te laisse la parole pour présenter Montblanc. Oui, merci. Donc, Montblanc Industrie est un réseau qui regroupe plus de 300 industriels sur les deux Savoies, qui est également la porte d'entrée du premier pôle de compétitivité de la filière mécanicienne en France. Pour Montblanc Industrie, on organise une quarantaine de rencontres interadhérents par année et on accompagne les industriels dans leur mutation. Donc, merci en tout cas Pierre de Digital League de nous avoir proposé ce partenariat de webinaire parce que donc c'est clairement dans nos sujets. Et merci à Olivier Mao et Nicolas Story pour votre témoignage de transformation digitale dans une entreprise industrielle. Parfait. Merci beaucoup Perrine. On va passer du coup la parole à nos intervenants et on va commencer par Nicolas Story, le dirigeant d'Astrée Software. Nicolas, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous et merci à Digital League et à Montblanc Industrie de nous accueillir dans le cadre de ce webinaire. Je vous propose de nous présenter en quelques petites minutes. Donc, Astrée Software, nous sommes éditeurs et intégrateurs du logiciel MES AkiWeb et je vais vous présenter tout de suite rapidement ce que c'est. Donc, aujourd'hui, vous payez des opérateurs pour produire et pour gérer leurs machines, mais pas pour faire des tâches administratives. Pourtant, ils en font un certain nombre, comme vous voyez ici à l'écran, avec une efficacité qui n'est pas forcément prouvée, parce que beaucoup de formulaires, beaucoup de papier. Donc, toute la question est comment animer l'amélioration continue sans logiciel et avec du papier. Les opérateurs, ils vont remplir un certain nombre de formulaires tout le long de la journée, et le manager, chaque matin ou chaque soir, va recueillir ces formulaires pour les consolider, souvent sous Excel, et reporter ces éléments sur les tableaux flash le matin pour animer ces réunions. Le bilan, c'est 2 heures passées par jour sans forcément avoir des données qui sont fiables et productives. Donc, il n'y a pas de temps perdu avec notre logiciel parce qu'il digitalise les opérations de production, il communique avec votre ERP, il supporte les démarches d'amélioration continue et collecte les données temps réel de votre atelier. Pour ça, on utilise des technologies très simples puisqu'il faut aller chercher assez peu d'informations pour être rapidement efficace. Donc, on peut aller récupérer des données en utilisant OPC UA, par exemple, pour ceux qui ont des systèmes automatisés, mais des systèmes beaucoup plus simples comme des IoT ou des bus industriels pour récupérer 1 ou 2 informations par machine. Souvent, c'est largement suffisant lorsque c'est nécessaire. Je vous propose 3 cas d'usage pour illustrer ça. La première, on est sur une ligne qui produit, la ligne s'arrête, automatiquement le système détecte cet arrêt et va alerter l'opérateur sur sa tablette qu'il y a un arrêt. Évidemment, il va se rendre sur sa machine pour résoudre le problème et ensuite il pourra qualifier la cause de son arrêt sur le logiciel AkiWeb. Ici, par exemple, une panne. Deuxième cas d'usage, vous avez un plan qualité qui impose de faire des contrôles toutes les 100 caisses, par exemple. Donc, vu qu'on mesure la productivité et la production, le logiciel va alerter l'opérateur qu'un contrôle qualité est nécessaire. Il va faire un prélèvement, il va aller sur son poste qualité et il sera guidé tout au long de son contrôle et il devra réaliser ces éléments.
En fonction des résultats de la qualité, il pourrait y avoir des non-conformités détectées. L'opérateur pourra qualifier cette non-conformité et la justifier par une photo, par exemple, et l'information sera envoyée au responsable qualité en temps réel par email, par exemple. Troisième exemple, on sait les productions et les consommations de composants sur la ligne. À ce moment-là, le logiciel est capable de détecter que dans 30 minutes, il va y avoir un déficit de composants. Il alertera la logistique qu'un approvisionnement est nécessaire sur la ligne. Du coup, le CARIS va pouvoir réapprovisionner cette ligne ou ce poste de travail. Il va faire une déclaration, ce qu'on appelle d'une UM, une unité de manutention, qui va permettre à la fois de déclarer sa consommation et de tracer en termes de traçabilité. Cette info sera envoyée à l'ERP et ou au système de gestion de stock, ce qui nous permettra de mettre tout ça à jour, mais également d'éviter un arrêt de ligne. Donc, avec le logiciel AkiWeb, l'opérateur il va être alerté, il va être guidé, responsabilisé dans toutes ses tâches. Quant aux managers, souvent, ils sont plus détendus. Il dispose de toutes les données en temps réel et il va se consacrer beaucoup plus à l'animation de son équipe, au plan d'action et à la communication. Donc, avec un logiciel comme celui-là, la production va être sous contrôle. Exemple ici, dans le décolletage chez un de nos clients, un poste de contrôle avant du papier, après uniquement un écran avec toutes les documentations et tous les éléments disponibles sur l'écran. L'animation avant-après, donc le tableau blanc, le tableau flash, et après, donc grand écran pour cette animation-là. Avec le logiciel AkiWeb, vous pouvez aussi avoir votre usine sur votre smartphone en temps réel, puisqu'on dispose d'applications sur Google Play ou Apple Store qui sont disponibles pour être alertés en temps réel de problématiques. Alors pourquoi ce logiciel il est différent de ce qui est proposé sur le marché? D'abord, d'un point de vue technologique, c'est une technologie 100% web et ça fait vraiment la différence. C'est un logiciel qui est vraiment reconnu comme étant conçu pour les opérateurs et comme étant le plus simple et le plus intuitif du marché. Il est prêt à être utilisé, même s'il est personnalisable, mais il est utilisable tout de suite. Il est facile à implémenter étape par étape et c'est ce qu'on va voir dans l'illustration de Domis tout à l'heure. C'est un investissement sans risque avec des retours sur investissement souvent inférieurs à 6 mois, justement par cette mise en place étape par étape. Mais Olivier Mahou nous en fera une bonne illustration. Nos clients sont généralement des PME ou lorsqu'il y a des logos de grands groupes qui apparaissent, c'est des sites ponctuels ou des groupes qui ont des démarches très pragmatiques de PME. Donc, on intervient dans tous les process et tous les secteurs d'activité avec plus de 160 usines équipées en France et à l'étranger. Qui sommes-nous? Donc, nous sommes éditeurs et intégrateurs de ce logiciel. Nous sommes basés à Saint-Étienne avec des agences à Nantes et à Toulouse. Nous sommes une société en hyper-croissance avec plus de 50% de croissance de notre chiffre d'affaires l'année dernière, donc un petit peu moins de 50 collaborateurs qui sont au service de nos clients industriels PME. Voilà pour cette présentation. Je vous invite à aller sur notre site web. On a beaucoup de ressources, de webinars techniques également qui sont disponibles et notamment, vous pourrez retrouver, télécharger la fiche d'études de cas de Domis que va nous présenter maintenant Olivier Mahou. Je vous remercie. Merci Nicolas. Donc Olivier Mahou. Attendez, hop, là. Donc, je suis donc en charge de la partie industrielle pour la product line sécurité au sein du groupe Somfy. Et ce que je vous propose aujourd'hui, en fait, c'est de vous expliquer comment on est passé d'une usine Lean à une Smart Factory, ou une usine 4.0. Et donc, le programme que je vous propose, c'est dans un premier temps, je vais vous présenter rapidement qui nous sommes. Et puis après, on va rentrer dans le détail de ce projet-là, avec d'abord le cadre, une présentation et un bilan de ce que ça nous a apporté. Donc la product line sécurité au sein du groupe Somfy. Donc aujourd'hui, Somfy, c'est un groupe qui fait plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, avec 75% de notre chiffre d'affaires à l'export. On est à peu près 9000 collaborateurs dans le monde et on a plus de 50 ans d'existence. Somfy aujourd'hui est connu pour 3 grands domaines d'activité. Le premier qui est le domaine historique, qui est la partie motorisation de store et volets roulants. Il y a une vingtaine d'années, on s'est diversifié dans l'accès à la maison avec les moteurs pour portail et portes de garage. Et depuis une dizaine d'années, on est un acteur majeur dans la maison connectée et notamment dans la sécurité, division à laquelle en fait on appartient. Donc nous, on est basé où? Nous sommes basés à Rugny, à côté d'Annecy. Donc le site, c'est le plus petit des sites industriels du groupe, mais c'est le plus spécialisé, le plus particulier, puisque en fait on a une spécificité, c'est qu'on est un centre d'excellence électronique en objets connectés. On est 45 personnes.
On gère à peu près 1000 références de composants et avec ces 1000 références de composants, on fait 350 produits finis et on distribue l'ensemble des canaux, installateurs, distributeurs, e-commerce, grandes surfaces de bricolage et grandes surfaces spécialisées sur des produits de type alarme, box domotique, visiophone et caméra. Et on a une petite spécificité, c'est que depuis maintenant 1 an et demi, on a été labellisé vitrine industrie du futur par l'État, justement pour ce projet de transfo numérique que je vais vous expliquer. Donc, le cadre de la Smart Factory. Donc, l'enjeu en fait de ce projet, c'était de numériser la chaîne de valeur. Et donc, notre objectif pour numériser cette chaîne de valeur, on s'est appuyé autour de 4 axes. Le premier qui a été de dire, dans un premier temps, en fait, ce qu'il nous faut, c'est de disposer des données de production en temps réel, de disposer des données de produits également en temps réel. Et on a appelé cette brique-là, en fait, la collecte des données industrielles et logistiques. Le deuxième axe a été de dire, maintenant qu'on a cette capacité à pouvoir collecter nos datas, comment on va les analyser et donc quelle analyse dynamique on va faire du fait de les avoir en temps réel. Donc, deuxième brique, gestion et analyse dynamique des données. Et puis, une fois qu'on a collecté, qu'on a analysé, et en fait, l'idée, c'était de les visualiser. Et cette visualisation, en fait, comme expliquait tout à l'heure Nicolas, nous permet de piloter la performance. Et donc là, c'est un pavé gestion de la donnée qui est quand même important. À ça s'adosse en fait une notion en fait plus physique dans laquelle on a aussi travaillé sur la flexibilité de nos équipements et la numérisation du bâtiment. L'architecture globale. Donc, on est parti du principe qu'aujourd'hui, on a un pilotage en temps réel de notre usine, à la fois pour la gestion des OF, le suivi du TRS et la partie visualisation. À l'autre extrémité, on a ce qu'on appelle le Smart Atelier, avec l'ensemble des équipements et de l'IoT industriel. Et au milieu, nos serveurs qui sont soit on-premise, qui sont connectés entre le pilotage et les serveurs en filaire ou en Wi-Fi. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que la particularité du Smart Atelier, c'est qu'on a pris en fait comme solution de full Wi-Fi, c'est-à-dire que l'ensemble de nos équipements sont tout en Wi-Fi pour avoir une certaine flexibilité dans la réimplantation, la reconfiguration. On a également en fait du logiciel SaaS qui communique à la fois avec le serveur, le Smart Atelier et le pilotage. Et au milieu, on a une brique de data lake, d'intelligence artificielle qui nous permet en fait d'avoir cette notion de données intelligentes. Donc on a bien à gauche utilisation, à droite je collecte, et au milieu j'analyse. Notre roadmap de transformation, donc comment elle s'est menée. Donc tout d'abord en fait, et ça c'est très important, c'est en juillet 2014, on a lancé un projet qu'on appelait Usine Lean. Et ça, elle avait pour vocation de moderniser notre outil industriel. Et ça, pour moi, c'est primordial. C'est-à-dire qu'avant d'avoir une démarche de numérique, il est important en fait de moderniser son atelier. Parce que sinon, en fait, vous allez mettre du numérique sur des gaspillages et donc vous allez numériser vos boudins. Donc, comment on a fait? Donc, on a commencé par mettre en place le TRS en papier, puis après un système d'animation à intervalles courts à IC, puis des outils de ligne classiques, comme le Kanban, le Mizuzunashi. Et une fois qu'on a fait ça, on s'est rendu compte que vraiment on avait modernisé l'ensemble de notre outil industriel. Pour autant, en fait, on collectait la data des feuilles TRS le soir, le matin, comme le disait Nicolas, il y a le temps de ressaisir, c'était 2 heures. Et puis finalement, quand vous présentez ça le surlendemain à la production, en fait, c'est déjà vieux. Le mercredi matin, c'est déjà vieux le lundi. Donc on disait, en fait, c'est super parce que l'usine est moderne, mais pour autant, elle n'est pas en fait aujourd'hui dynamique. Et c'est là où on a lancé en fait le projet Smart Factory, qui a eu, lui, pour vocation de numériser nos process et nos procédés. Première chose qu'on a faite, c'est qu'on a mis en place le MES AkiWeb et on a mis l'ensemble de notre atelier en réseau. Et là, ça a été le début en fait d'une démarche progressive pas à pas que je vais vous expliquer après, dans lequel en fait on a implémenté un certain nombre de modules pendant toute cette période-là. Et grâce à ça, et grâce à cette démarche que je vais vous montrer tout à l'heure, je ne rentre pas dans le détail parce qu'on le verra plus après, ça nous a permis d'être labellisé en octobre 2018 Industrie du futur. Et puis, de là est né après de dire, on a une usine moderne, on a une usine avec un certain nombre de données qui sont en temps réel. Donc là, on est plutôt dans une démarche aujourd'hui d'être une intelligent factory dans le but d'analyser de façon dynamique et prédictive l'ensemble de ces données. Et donc, on a ajouté des briques comme l'ordonnancement numérique de la prod et le pilotage de l'usine numérique. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de rentrer dans ce pavé-là, dans lequel vous allez voir comment on l'a traité. Donc la Smart Factory. Donc l'enjeu de cette Smart Factory et les objectifs, le premier, ça a été quoi? Ça a été de mettre les hommes au cœur de cette transformation numérique. Et pour nous, ça, c'est primordial.
de transformer avec les hommes, ça a été pour nous le cœur du dispositif. Pourquoi? Ce qu'on souhaitait, c'était simplifier les opérations en prod, développer le travail collaboratif. Et on est ici du milieu connecté. Quand on développe nos produits, on parle d'UX, expérience utilisateur, lorsqu'on vient déballer son produit. On s'est imaginé l'UX opérateur, c'est-à-dire qu'un opérateur confronté à un système numérique, quand il va arriver, ça veut dire quoi? Surtout avec des tablettes, ça veut dire quoi? Et donc, on a réinventé le schéma pour avoir vraiment un environnement qui colle à notre besoin. Et à partir de là, en fait, on a développé un deuxième axe qui était la techno. Et donc, la techno est arrivée en deuxième position, qui a été de dire, OK, pour satisfaire cet UX opérateur, pour numériser, le but de la techno, c'était de numériser et interconnecter les maillons de la chaîne industrielle. Et puis, finalement, on est aussi une entreprise industrielle. Et donc, le dernier axe qui était économique, ça a été de dire, aujourd'hui, nos concurrents, ils sont asiatiques. On ne va pas se battre sur la production de masse. Par contre, nous, en fait, on a une force, ça serait de passer d'une production de masse à celle d'une personnalisation de masse au coût de la production de masse. C'est-à-dire qu'on est capable de personnaliser en masse au coût de la masse prod. L'architecture, donc je vous l'ai évoqué tout à l'heure également, on a l'ERP et le MES qui sont interconnectés. Notre ERP, lui, travaille plutôt la demi-journée. On va retrouver des éléments comme données techniques, gestion des commandes ou gestion des stocks. Le MES AkiWeb, lui, travaille à la seconde et c'est vraiment, en fait, l'interface des opérateurs. C'est l'outil de pilotage de la performance. Et donc, l'ERP envoie des infos au MES qui envoie des infos à l'atelier. L'atelier remonte au MES qui, lui, remonte à l'ERP. Les étapes du projet. Donc, la première étape, ce qui a été de mai 2016 à février 2017, on a plutôt travaillé sur la notion de TRS et changement de série, donc, qui avait pour vocation, en fait, sur cette phase-là, d'optimiser et fiabiliser le changement de série, de dématérialiser les fiches au poste et d'automatiser le TRS. Ça nous a permis de supprimer des fichiers papier, comme le TRS ou les fiches au poste, mais également des fichiers Excel, parce que beaucoup d'entreprises, en fait, ont un ERP, mais après, ont plein de petits fichiers Excel qui permettent de piloter. Donc, l'idée, c'était de dire, tous ces fichiers Excel-là, on les supprime, on les réintègre dans le MES progressivement. Et donc, le ROI de cette première période, ça a été 6 mois. Deuxième période, on a plutôt travaillé sur la qualité. La gestion en fait des pièces non conformes, la gestion des AIC connectés. Pareil, suppression des feuilles de contrôle qualité, suppression du fichier Excel de contrôle qualité, un ROI d'1,2 ans. Et enfin, la dernière étape, qui a été la gestion et l'optimisation de la production, dans lequel on a intégré de la maintenance, la planification et l'ordonnancement de l'usine, la gestion des numéros de série, je vous expliquerai après, parce qu'on a des produits connectés. Et là, en fait, on a supprimé les feuilles de maintenance, supprimé le fichier Excel qui gérait les numéros de série, et on est sur un ROI également d'1,2 ans. Sur ce projet-là, sur 3 ans et demi, on a un peu moins d'1 an d'ROI. Donc, comme le disait Nicolas, et je pense que c'est très important, ces étapes successives, parce que chaque étape permet de financer la suivante. C'est-à-dire que le ROI de la première nous a permis de payer la deuxième, et ainsi de suite. Et surtout, c'est que vous faites déjà, le fait d'avoir fait une première étape, ça a permis aussi d'emmener nos opérateurs, de se familiariser avec l'outil. Et en fait, ça a aussi mis une dynamique d'amélioration continue en place, et on a spécifié le besoin, en fait, étape par étape. Comment ça fonctionne? Donc aujourd'hui, on a le pilotage d'usine, on a l'usine de l'autre côté, les serveurs au milieu. Comme je vous disais, entre les serveurs et l'usine, on est en full Wi-Fi. Donc, l'équipe industrialisation, elle vient en fait déposer les dossiers de fabrication sur le serveur, les fiches opératoires, les procédures de test, les logiciels, firmware. La prod, lorsqu'elle lance un OF, automatiquement, le RP vient générer un fichier, OF.txt, avec l'ensemble des éléments nécessaires à fabriquer. Le MES AkiWeb le récupère, transforme ce fichier-là en ajoutant des notions d'ordo et des notions de numéro de série. Ensuite, nos équipements, on vient saisir le numéro d'OF, on vient chercher ce fichier OF MES TXT, l'abaisse ce paramètre, on va chercher les éléments sur le serveur. Une fois qu'elle est paramétrée, elle dit, moi je suis initialisé, elle envoie l'info à AkiWeb pour lui dire, moi je suis prête à travailler. À partir de là, sur les tablettes que nous avons en prod, les opératrices commencent en fait à faire l'initialisation en fait du poste de travail, et après il y a une communication en fait entre les tablettes et AkiWeb, et le tout remonte en fait au niveau de la gestion industrielle, où là on a un pilotage en temps réel de la performance. Donc étape 1. Donc l'étape 1, comme je vous disais tout à l'heure, donc là vous avez un exemple en fait. L'étape 1, en fait, un des points forts en fait d'AkiWeb, c'est que ça nous a permis en fait de pouvoir fiabiliser nos changements de série.
lorsqu'on démarre un OF, en fait, sur la tablette, hein, donc là, vous avez un exemple en bas à droite sur la tablette, apparaît la liste des éléments en fait, qu'il faut scanner et qui sont nécessaires à la fabrication des produits. Donc, automatiquement, quand c'est scanné bon, ça passe vert. Si c'est orange, c'est qu'il faut le scanner plusieurs fois, ça rappelle le nombre. Et si c'est rouge, ça alerte, comme quoi, en fait, c'est pas le bon composant qui est au poste. Mais une fois que tout est vert et que vous avez tout validé, à ce moment-là, on passe en fait en production. Attends, je vais juste revenir. Voilà. Et donc, ce lot-là est intéressant parce que ça a permis en fait de sécuriser nos contrôles de changement de série. On a rendu les opératrices plus autonomes puisqu'avant, en fait, c'était des contrôles croisés. Une opératrice faisait un produit, une autre venait contrôler que c'était bon. Donc là, on a gagné quand même en autonomie, en responsabilisation des équipes. Et surtout, on a pu faire beaucoup plus de changements de série en moins de temps que l'année précédente. Donc, une fois qu'on a démarré son poste, qu'on a fait ses changements de série, à ce moment-là, en fait, on passe en production. Et donc là, vous avez un écran, et c'est exactement les écrans qu'ont les opératrices en prod, hein, c'est des écrans AkiWeb. Et ça a été l'automatisation du TRS. Donc là, vous avez la barre bleue ici, hein, qui correspond à l'objectif. Donc, et les opératrices, c'était une vraie demande de leur part. En fait, elles ne savaient pas si elles étaient en avance, en retard, si elles performaient correctement ou pas correctement. Donc là, ça donne une vraie visibilité de son travail. Et ça, AkiWeb, pour ça, c'est très fort parce que c'est très visuel. Et donc, du coup, elles savent se jauger. Et elles savent lever la main en disant, bah là, en fait, j'ai besoin peut-être un peu d'aide, de formation. Donc, ça a créé énormément de partage d'informations entre les équipes. On a pu aussi en détecter, grâce à ça, en fait, des opératrices qui avaient des bonnes pratiques qu'on a pu généraliser et faire du coaching individuel, puisque sur AkiWeb, vous avez un écran de supervision globale. Et donc, ça permet aux responsables de production de voir, en fait, les opératrices qui ont besoin de support et de venir, en fait, apporter un support plus personnalisé. Ce point-là, c'est 5,2 points de TRS de gagné. On est passé de 82,3 à 87,5. Aujourd'hui, vraiment, il ne fait que progresser. Hein, et depuis qu'on l'a, on a dépassé la barre des 90. Et depuis cette année, on tourne à 94-95% de TRS. Donc vraiment, ça a été vraiment le vrai plus, quoi. Et le logiciel AkiWeb a cette force-là, en fait, d'emmener simplement les gens. Donc là, vous avez aussi un exemple, c'est-à-dire que la tablette, quand on change d'état, donc c'est très simple, vous cliquez ici, vous avez ce menu qui apparaît, vous choisissez si vous êtes en panne, si vous êtes en pause, et automatiquement, en temps réel, on a la répartition en fait des principaux arrêts. Ça aussi en temps réel, donc qui permet à la responsable de production de travailler vraiment sur les vraies causes et pas avec des faits, pas avec des impressions. Dernière étape de l'étape 1, qui a été la démat des documents d'OF, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez vu, on fait 350 produits finis différents. Et donc, si jamais l'opératrice a un doute sur comment monter le produit, elle vient cliquer sur documentation d'OF. Apparaît en fait la fiche opératoire qui est consultable. Donc là, vous avez un exemple en fait chez nous, donc du fiche opératoire sur la tablette. Ça, c'est un vrai plus parce qu'en fait déjà vous êtes sûr que vos fiches elles sont à jour. Et deuxièmement, en fait, ça permet à l'opératrice elle a un doute de pouvoir consulter. C'est très interactif. Et enfin, quand on avait mis en place AkiWeb, on avait tous les postes équipés de tablettes. Par contre, il manque aux opératrices une vision plus globale et on a développé en fait un écran de supervision dans lequel on va retrouver une synthèse de ce qui se passe dans l'atelier. Et ça, on a 2 grands écrans en fait qui sont affichés dans l'usine, qui permettent de voir en temps réel ce qui se passe. C'est un vrai plus parce que ça permet, le matin, quand on arrive de façon très synthétique, d'avoir la perte du jour, du mois, de l'année. Les couleurs correspondent à des états machines. Donc, on sait exactement en fait les postes qui tournent, les postes qui sont en changement de série. Et puis, on a les principaux arrêts et les problèmes qualité qu'on a pu rencontrer dans la journée. Donc, de façon synthétique, ça sert aux visites pour expliquer comment fonctionne l'usine. Ça sert aux opératrices de pouvoir avoir une vision globale. Et ça rend l'usine visible. Étape 2, donc je vous avais dit, on a travaillé sur la qualité. Donc, de la même manière qu'on a mis en place le TRS avec AkiWeb, on a fait la même chose pour la qualité. C'est-à-dire que dès qu'on détecte une pièce non conforme sur ligne de prod, hop, automatiquement, on peut cliquer pour choisir quelle typologie de défaut c'est. Hein, et ça nous donne aussi, pareil, en temps réel, la répartition des défauts au niveau de l'usine. Donc, ce lot-là, en fait, a permis, avec le module AkiCal, de gagner en fait 42% de coûts, de baisser de 42% de coûts de non-qualité.
Et puis, on a une usine électronique, on fabrique des produits connectés électroniques. On a un indicateur qui s'appelle le First Pass Yield, ce qui est notre capacité à faire bon du premier coup. On l'a également implémenté dans AcquisWeb et ça nous a permis en fait d'améliorer et fiabiliser nos posages. C'est-à-dire que dès qu'il y a des problèmes de passage mauvais, c'est remonté et on connaît les performances de nos moyens de production. On a divisé par 2 avec ça le temps de mise au point de nos posages. Encore une fois, comme le TRS, c'est speak with data. On parle avec des faits, des précises. Ça nous a permis et pas avec des impressions. Et puis, Nicolas en parlait, on a mis des écrans tactiles en prod qui nous permet en fait de pouvoir en fait piloter le matin. On n'a pas besoin de venir noter automatiquement. AcquisWeb en fait est disponible sur grand écran. Donc là, c'est la météo qu'on fait le matin, mais dire très rapidement en fait. Après derrière, on a le TRS, la production de la veille, l'objectif qui sont affichés. Donc du coup, plus besoin d'aller noter ces informations-là sur tableau blanc. On va passer à l'étape 3. Donc, l'étape 3, en fait, elle a plutôt concerné le poste de travail. Donc, aujourd'hui, là, vous voyez, on a une tablette avec dessus AcquisWeb. On a notre bête test et notre interface de test de nos produits électroniques. Donc, déjà, cet environnement-là est entièrement connecté. On est allé un peu plus loin. C'est-à-dire que les produits connectés, on doit gérer des adresses MAC. Et donc, aujourd'hui, les adresses MAC sont gérées dans AcquisWeb. Lorsqu'on lance un OF, il attribue au produit les adresses MAC, et ce qui permet en fait à la baie ici de venir se configurer en automatique grâce aux infos données par AcquisWeb. On a également mis la maintenance, donc ça a été dans AcquisWeb avec AcquisMaint. Donc, on a toute notre maintenance en fait qui est aujourd'hui gérée de façon digitale. Gros intérêt, c'est-à-dire que vous pouvez connecter en fait les pannes et la maintenance. Vous savez exactement le temps d'utilisation en fait de vos équipements. Et donc, on a une maintenance qui est plus fine. C'est-à-dire qu'avant, on programmait des maintenances pas prédictives, mais on avait des maintenances qui étaient programmées de façon régulière. Là, on le fait en fonction de l'utilisation et donc ça nous a gagné beaucoup plus de finesse dans les temps de maintenance. Et également, on a élargi ça à la gestion des moyens de mesure et à la gestion des charges électrostatiques. Là, typiquement, vous avez une petite illustration, vous avez une petite clé, ça veut dire qu'il y a une maintenance à faire, vous venez sur le poste, vous venez à la maintenance, automatiquement, vous êtes guidé pas à pas, à la fin, vous validez, le rapport est fait et il est disponible. Et puis, on a fait une des grosses dernières pierres qui a été AcquisOrdo, dans lequel on a mis tout notre ordonnancement en fait dans le MES. Donc là, aujourd'hui, vous voyez en fait chacun des postes avec les OF en cours, les couleurs correspondent aux opératrices qui sont sur les postes. Donc ça, c'est le vrai plus, c'est-à-dire qu'à distance, à tout moment, on peut consulter où en est le planning, où on est son avancement, et sans avoir à chaque fois dérangé les personnes. Enfin, moi, voilà, je suis à la maison, télétravail, je suis en déplacement, je me connecte, je sais exactement où on est l'usine, et on a toutes ces infos-là disponibles en temps réel. Donc, gros avantage de l'ordonnancement, c'est qu'on a gagné en fait 60%, diminution de 60% de nos temps d'ordonnancement. Et puis un pilotage à distance, naturellement, ça offre la possibilité aux responsables de prod de pouvoir télétravailler puisqu'il peut ordonnancer sa prod à distance. Et puis en fait, la dernière brique, ça a été le pilotage numérique de l'usine, c'est-à-dire que ce qu'on a dit, c'est qu'aujourd'hui le RP communique avec le MES qui communique avec les tablettes. On a le magasin d'un côté, la production de l'autre, et ce qu'on appelle le Mizuzumeshi, c'est le petit train de réapprovisionnement des lignes. Donc, ce qui se passe, c'est que le MES donc, va envoyer en fait des demandes de réapprovisionnement ou les OF terminées au niveau de la prod. Ça remonte au niveau du MES. Le Mizuzumeshi, le petit train, lui, a la vision du planning, a la vision de ce qu'il faut fabriquer et donc ce qu'il faut approvisionner. Il reçoit également les alertes de prod de ce qu'il y a à réapprovisionner. Donc, à ce moment-là, en fait, il fait ses tournées de petit train. Si jamais il lui manque des composants dans le picking, il envoie une info au magasin. Lui, le magasin a la notion de ce qu'il doit ramener sur les lignes de picking. Si jamais en fait il est en manquant sur un composant, ça remonte l'information, ça envoie l'information en fait à l'approvisionnaire en disant attention sur cette ref, j'ai pris le dernier composant. Et enfin, on a mis des grands écrans, c'est-à-dire que le magasin en fait ils ont une vision de ce qu'ils doivent approvisionner et mettre à disposition, et de l'autre côté ils ont les attendus de livraison.
Si on fait un bilan en fait, de ces 3 ans et demi et ce projet de digitalisation, je vous ai mis ici quelques verbatim de personnes en fait, et c'est ce que j'ai pu entendre. Voilà, prenons Régis qui dit nos résolutions de problèmes sont ciblées et plus pertinentes. On parle avec des faits et plus avec des impressions. Donc ça a vraiment changé le mindset des gens. Voilà, et les opératrices qui disent maintenant on a un travail qui est plus intéressant. J'ai gagné en efficacité. Et puis, ça a aussi eu une vocation de, oui, on a des personnes qui sont proches de la retraite, qui n'ont pas forcément d'aisance avec le numérique et qui aujourd'hui, en fait, a rendu le numérique accessible grâce à la simplicité, en fait, de la Kiweb. Alors, voilà, on va faire comme ça. Donc, les facteurs clés d'une transformation réussie, c'est quoi? C'est tout d'abord, en fait, je pense que ce qui a fait que ce projet-là a bien fonctionné, c'est d'avoir donné du sens, en fait, au projet et de la visibilité. C'est-à-dire que on a toujours partagé les enjeux, le cadre du projet tous les mois lors des réunions ici avec les équipes. Donc, on a partagé en fait où on en était, pourquoi on le faisait, et on a surtout impliqué les utilisateurs de demain. Quand on a mis en place le TRS, on a impliqué les opératrices. Quand on a mis en place l'ordo, la production, la maintenance, les équipes de maintenance. Donc, systématiquement, c'était des équipes pluridisciplinaires qui ont travaillé sur mon outil de demain. Et puis, une des forces aussi de cette réussite, c'est l'ADN commune qu'on avait avec les équipes d'Astrée. On travaille réciproquement en méthode agile. On a une vraie culture de lean management, une méthode du pas à pas. Et je pense qu'aussi, ça a fortement aidé en fait, dans l'avancement, puisque ça a été vraiment un travail d'équipe, un travail de partenariat qui a fait qu'on a réussi cette transformation. Les impacts sur les opérations industrielles, comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, on a fait un gain au niveau du TRS, on a baissé nos taux de rebut interne, on a amélioré notre rentabilité puisqu'on a gagné presque plus d'1 point en fait de performance, et également en fait il y a une vraie notion de satisfaction client puisque en fait depuis qu'on a mis en place la Kiweb et tous les différents verrous numériques, on n'a pas de problème de qualité détectée chez les clients liés à des problématiques de production. Les bénéfices en prod de ce projet, donc tout d'abord, ça a simplifié les opérations de production. On a supprimé toutes les tâches à non-valeur ajoutée. Et du coup, on a récupéré ce temps-là pour améliorer notre outil industriel. Les opératrices, elles ont gagné en autonomie, elles sont beaucoup plus proactives, elles ont une vision globale, les infos sont accessibles, le travail est plus attractif dans le sens où il a plus forte valeur ajoutée, on a développé de nouvelles compétences. Et ça, c'est intéressant, en fait, ça a amené à avoir un travail à valeur ajoutée, à se poser un certain nombre de questions qu'elles ne se posaient pas avant. Et le fait que les données soient disponibles en temps réel et consultables à distance, c'est un vrai plus. Vous avez une performance juste et précise et à l'instant T de votre usine. Et comme je le disais juste avant, ça a fait évoluer les modes de fonctionnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ne réfléchissent plus à qu'est-ce que je produis, mais à pourquoi je produis et comment. C'est-à-dire que vraiment, ils sont plus là pour dire ok, je fabrique. Non, en fait, pourquoi je le fais, c'est quoi les problèmes, comment je peux interagir. Et ça a créé vraiment du lien au sein des équipes. La parole s'est libérée et une mine d'or d'infos sont arrivées qui ont contribué à améliorer la performance de notre usine. Tout ça nous a permis, en fait, comme je vous disais, d'être labellisé vitrine industrie du futur par l'État français. Donc là, vous avez la photo lors du remise du trophée. Et enfin, en conclusion, en fait, je dirais qu'aujourd'hui, sur le site de Rumi, on développe des produits connectés, fabriqués dans une usine connectée. Et donc, ça a amélioré l'attractivité de notre usine. Et vraiment, les gens, quand ils viennent, nos intérimaires, quand ils viennent travailler sur le site, ils n'ont plus envie de repartir. La qualité de nos produits a été améliorée. Notre rentabilité, elle est améliorée, mais surtout maîtrisée. Et surtout, ça a mis en place une dynamique industrie du futur forte, puisque ça a fait tache d'huile au niveau de la comptabilité sur des maths, également en fait, des documents administratifs. Voilà en fait pour cette présentation. Je vous remercie et bienvenue dans notre Smart Factory. Merci tous les deux pour cette présentation. Donc, je rappelle, si vous avez des questions, posez-les donc via le petit chat Q&R. Donc, il y a une première question qui est arrivée durant votre présentation, Olivier, donc de Pierre-Marie Gaillot du CETIM. Comment avez-vous conduit votre démarche de design du travail avec les opérateurs
Les process ont-ils été adaptés autour des besoins et talents des opérateurs? Et quelle méthodologie avez-vous mis en place? Bonjour Pierre-Marie. Alors, comment nous avons conduit la démarche en fait avec les opératrices? Très simplement, c'est-à-dire que et on fait ça pour tous les projets d'ailleurs, hein, c'est valable pour tous les projets. Lorsqu'on a un projet, on réunit une équipe avec le pilote du projet, les acteurs. Et déjà, dans un premier temps, ce qu'on fait, c'est qu'on leur explique l'enjeu et pourquoi on va le faire, à quoi ça va servir. Et on essaye avec eux de voir en fait quelle est leur compréhension et à travers ça, de recueillir leurs besoins par rapport à cet enjeu. Et donc, quand on a mis par exemple en place la notion de digitalisation du petit train, on a convoqué les opérateurs flux en disant demain, en fait, vous allez retrouver avec une tablette comment vous voyez votre travail. Donc, on essaye de les mettre à s'imaginer leur travail. Une fois qu'on a récupéré ça, on fait une première analyse et derrière, en fait, on restitue une première maquette. Et on leur explique voilà ce qu'on imagine, ce que vous en pensez, et on leur fait vivre en fait cette expérience-là. Et ensuite, après, donc du coup, on s'est rapproché des équipes d'Astrée, et quand on commencé à nous livrer en fait, les premiers IHM, automatiquement, on les a validés ensemble. Et en fait, tout au long en fait du processus, ils sont impliqués dans le design de leur propre outil. Donc, c'est la méthodologie, je dirais que c'est implication des équipes tout au long de cette transformation. Et ce qui est intéressant également, c'est que ça a révélé des vrais talents. Je vois qu'il y a des gens qui vraiment, en fait, on a vu des vrais talents émerger et des gens qui ont pris des lignes naturelles. Donc ça, c'est bien. Ça a donné vraiment, en fait, une perspective de oui, je peux parler, mon discours est pris en compte, je peux contribuer à améliorer mon outil. Et quand l'outil arrive, en fait, c'est déjà leur outil, quoi. C'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais entre le moment où on a mis en place le TRS, en fait, le premier mois, on a fait cohabiter les deux systèmes, le temps que les gens en fait se familiarisent avec l'outil. Deuxième mois, on a fait cohabiter les deux systèmes, c'est-à-dire feuilles et AcquisWeb. Et à la fin de ce deuxième mois, on a vu qu'on avait exactement les mêmes données. On a supprimé les feuilles après au bout de 2 mois. Donc, clairement, ça, les appliquer, ça permet aussi une rapidité dans la mise en œuvre. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Pierre-Marie, mais voilà. Merci. Donc, une autre question est arrivée de Daniel Baudry. L'usine en Wi-Fi a-t-elle posé une problématique particulière de cybersécurité? Alors, non. Puisqu'en fait, c'est un réseau privé sécurisé interne, c'est-à-dire que l'usine en fait en Wi-Fi est un LAN privé et qui ne sort pas vers l'extérieur. Donc aucune machine ne peut sortir sur Internet ou autre passerelle externe. Après, nous, on est dans le monde de la sécurité et des produits sécurisés qui fonctionnent également au Wi-Fi. Donc, on a aussi, la force qu'on a eue, c'est qu'on a aussi bénéficié de toute l'expertise de notre bureau d'études. Parce qu'en fait, nos bornes Wi-Fi, on les a développées nous-mêmes, en fait, en y mettant les mêmes niveaux de sécurité que nous mettons sur nos produits. Merci. Pour compléter un tout petit peu la réponse sur la question de la cybersécurité, il faut savoir qu'aussi il y a des problématiques. Ce n'est pas le cas chez Domis, mais il peut y avoir le cas chez certains industriels des besoins de sécuriser toute la partie couche basse également en termes de cyberattaque. Et donc, nous-mêmes, nous avons des partenaires qui permettent de faire de la cybersécurité par hardware, qui vont permettre de vraiment s'affranchir, qu'il ne puisse pas y avoir d'attaque externe sur la partie pilotage des process industriels, par exemple. Donc, qui ne sont pas des protections logicielles, mais des protections vraiment hardware, et qui sont vraiment très sécurisées, et qui sont notamment utilisées dans les centrales nucléaires ou dans les réseaux de pilotage de la SNCF, par exemple. Donc, pour ça, voilà, il y a aussi des réponses techniques qui peuvent être simples par l'ajout de composants bien ciblés sur certaines couches de réseau. Merci pour ce complément. Si vous avez d'autres questions, donc n'hésitez pas à les poser via l'onglet qui est dédié.
Moi, j'aurais une petite question, Olivier, sur le lancement, notamment le lancement de ces différentes étapes, hein. Vous nous avez parlé, pardon, de l'usine Lean et puis de l'intégration de ce MES. Euh, la question, ça va être plutôt, est-ce que ça a été vraiment votre combat à vous ou le discours était, en gros, est-ce que ça a été facile à faire passer au niveau de votre direction ou ça a été vraiment un combat acharné? Alors, pour répondre à la question, la première étape, ça a été l'étape la plus importante. Euh, la première étape, en fait, moi j'étais intimement convaincu que ça allait apporter un plus. Je baigne dans le milieu informatique depuis tout petit, je montais des PC, je code et j'en étais convaincu. Pour autant, en fait, c'était une vraie transformation. Il y a 4 ans, voilà, ça pouvait être aussi vu, ma peur, est-ce que c'est pas le jouet de la production? Donc du coup, on est arrivé avec un ROI et une étape très simple qui était avec la mise en place en fait d'AikiWeb, on aura le TRS, on aura les changements de série. Ces changements de série vont nous permettre de gagner en fait en performance en fait au niveau des opératrices. Et en fait, le projet a été validé de cette manière-là, sachant qu'on avait plein d'autres pistes de gains identifiées. Notamment le fait de savoir où j'en suis dans ma performance, le fait de pouvoir avoir la qualité, mais qui était encore assez difficile à chiffrer. Donc, on a commencé par cette première brique. Et cette première brique, en fait, ça a été un vrai succès. Un vrai succès pour les opératrices, puisqu'elles ont dit c'est juste génial, quoi. Enfin, de ne plus avoir les papiers, d'avoir des tablettes, qu'est-ce que c'est simple. Et puis, la performance de l'usine, boum, elle a progressé d'un coup, quoi. Et le ROI qu'on avait estimé à 1 an, il est passé à 6 mois. Donc Ça aide pour les on a fait le démarches. bilan du projet. Ouais. Nos patrons, ils ont dit, qu'on leur a dit maintenant, il faudrait qu'on aille à l'étape 2, ils ont dit, c'est bon, allez-y, quoi. Donc, voilà. Donc, l'étape 1 a été vraiment importante. Elle a vraiment validé, en fait, tout le reste du projet. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on l'a fait plus petite, pour être sûr que, en fait, ça allait être cranté. Et une fois que ça a cranté, à partir de là, en fait, on a déroulé. Ok, super, super intéressant. Mm-hmm. Je vois qu'il y a d'autres, il y a de nouvelles questions qui arrivent. Quelle proportion de Philippe Rousseau, quelle proportion de fonctionnalités standards du logiciel d'Astrée par rapport aux fonctionnalités IHM développées spécifiquement pour l'usine du futur de Rumilly? Alors, du coup, la question est intéressante parce que ça le fait vraiment suite à ta question, en fait, juste avant, Pierre. La première brique, on a fait très très peu de spécifiques. On a vraiment pris un maximum de standards. Et la démarche en fait des équipes d'Astrée, chaque fois qu'on leur présente quelque chose, c'est de faire en sorte qu'on puise un maximum dans le standard. Aujourd'hui, je dirais, hormis la dernière étape qui est très spécifique à l'usine, le pilotage, on va dire, en fait, des appros, tout le reste, on est sur du 80 de standard, 20% de spécifique. Okay. Ça, je pense que c'est ce qu'on apprécie aussi beaucoup quand on travaille, ce qu'on apprécie beaucoup, c'est que à chaque fois qu'on développe une nouvelle brique, quand voilà, les équipes d'Astrée viennent, nous disent, ben, nous, on a ça en standard, est-ce que ça vous irait? Et en fait, notre approche, c'est aussi de dire, nous, on donne un cahier des charges d'usage. En tant qu'utilisateur, je veux avoir cette fonction-là. La responsabilité technique c'est Astrée qui l'apporte et ils nous disent, bah, nous, en fait, par rapport à votre cas d'usage, on pourrait répondre comme ça et de telle et telle manière. Et donc, du coup, c'est aussi ce travail collaboratif en disant, bah, ça répond bien à l'usage et donc, du coup, ça permet d'utiliser le standard. Donc, encore une fois, c'est vraiment l'approche agile, c'est dire, en tant qu'utilisateur, je veux cette fonction. Du moment que la proposition répond à la fonction d'usage, bon, bah, ça marche. Du coup, je rebondis avec une autre question de Daniel Baudry. La gestion du projet, les échanges ont-ils été du coup simplifiés par la proximité géographique avec Astrée? Oui, bah, disons que c'est vrai qu'entre Rumilly et Saint-Étienne, on n'est pas très loin. Mais je pense que si même on avait été plus loin, ça aurait marché. Je pense que
la force, je pense, c'est de notre réussite, c'est notre partenariat, hein, et le fait qu'on se comprend super bien. À chaque fois, clairement, qu'on a eu un cahier des charges, la réponse technique a été exactement au niveau de nos attentes. Ils ont toujours su y répondre. Donc, je pense que c'est plutôt la qualité de notre relation et de notre compréhension, la façon de travailler ensemble qui a été une force. La proximité, je pense que c'est un plus, mais je pense que même si on avait été à 500 km, je pense que Nicolas vous le confirmerez, on aurait la même efficience. Oui, je confirme, d'autant plus que par rapport au process et aux méthodes de travail qui sont utilisées, on a assez peu de présence sur site directe de l'industriel. Donc, comme on le fait aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux qui se font à distance et non pas uniquement en période de confinement. Parfait. Peut-être une dernière question avant de terminer ce webinaire. Ah non, deux dernières questions. La première, intégrez-vous le jumeau numérique dans votre système d'industrialisation, production et ou conception? Alors, pas encore, mais on y réfléchit. Pas encore, mais on y réfléchit. Aujourd'hui, c'est dans le tuyau de notre roadmap de transformation. Merci. Et donc, dernière question, ou en tout cas, n'hésitez pas si vous souhaitez en poser d'autres. Avez-vous dû changer des capteurs sur vos machines pour capter les données de terrain en temps réel? Alors, non. Parce que quand on avait construit nos machines, on avait déjà dans l'idée de mettre un MES. C'est-à-dire que du coup, on a utilisé nos machines qui étaient déjà câblées pour. Donc, on n'a pas rajouté de capteurs. Puisqu'aujourd'hui, en fait, nos machines, en fait, elles sont connectées. Enfin, quand on a créé le réseau usine et l'interconnexion des données, on a utilisé ces données-là pour alimenter le MES. Aujourd'hui, c'est via le réseau atelier qu'on a réalisé ça, de la mise en interconnexion des machines. Donc, on avait un projet de mise en réseau en fait de nos machines. Donc, du coup, on avait câblé déjà dans le but de quoi. Donc on n'a pas eu ce besoin-là puisqu'on l'avait anticipé. Merci. Et une question concernant du coup le mesure de l'humeur de vos salariés. Était-ce en place via un autre support avant le projet Smart Factory? Comment est-ce managé quotidiennement, par semaine, par rotation, etc.? Le management de l'humeur, en fait, il existait avant. C'était sur un tableau blanc. On avait des petits magnettes qu'on venait mettre devant son nom. C'est managé tous les matins en arrivant, quand on fait le point du matin, chacun met son humeur. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'obligation de dire pourquoi. Et si on veut le dire, on dit. Enfin, c'est très très libre. C'est le respect du choix avant tout. Et si dans la journée, on a un changement d'humeur, on peut venir au tableau et on peut changer son humeur. Et ça, c'est important parce que quand vous travaillez à deux sur une ligne, vous avez votre copine qui a mis orage, vous faites un peu plus attention, parce que vous dites peut-être qu'il s'est passé des choses. Voilà. Et si vous voyez orage plusieurs jours de suite, ça permet aussi à la responsable de production de pouvoir aller discuter sur la problématique. Donc ça, c'était des simples magnettes sur l'écran, tout simplement. Et le digital, c'est finalement, vous arrivez, vous avez votre nom, puis vous cliquez sur votre humeur. Donc, voilà, on est passé comme ce que j'ai expliqué assez rapidement, c'est que ce qu'on a fait, c'est qu'on a systématiquement tout testé en papier, tout testé de façon plus physique avant de digitaliser. Et donc, du coup, ça a aussi permis de créer nos standards, nos cahiers des charges. Et en fait, on a travaillé finalement sur papier les usages avec nos opérateurs et opératrices. Et finalement, quand le numérique est arrivé derrière, c'est ni plus ni moins que la même chose qu'ils avaient l'habitude de faire en papier, mais en numérique, encore plus facile. Et j'ai une des questions qu'on me pose souvent, c'est est-ce qu'elles n'ont pas eu la sensation, entre guillemets, de flicage quand les tablettes sont arrivées? Et en fait, non, au contraire, elles ont une sensation d'amélioration, puisque avant, elles bâtonnaient sur des papiers. Là, en fait, elles font 2 clics et quand on pose la question, est-ce qu'on ferait marche arrière? Elle disait non, vous n'enlevez pas les tablettes, surtout pas quoi. C'est vraiment très très agréable. Je sais où j'en suis, je sais ce que j'ai à faire. C'est facile d'usage. Et vous avez vu, on a aussi des écrans en fait au-dessus qui sont les écrans des bêta tests. Petit à petit, on est en train de basculer en tactile parce que en fait, on voit souvent les mains faire ça. Et donc du coup, on a maintenant de plus en plus tout est en tactile maintenant sur l'usine. Ok,
Super, merci. J'ai une petite dernière question pour vous, Oui. Olivier. Est-ce que vous avez bénéficié d'aide régionale sur ce volet ou pas? Non, pas du tout, parce qu'en fait, on n'y avait tout simplement pas pensé en fait à l'époque quand on s'est lancé là-dedans. D'accord. En fait, on a corrélé cette usine connectée avec le lancement d'un produit, notre alarme connectée. Et en fait, on voulait vraiment en fait proposer à nos clients un package complet, c'est-à-dire que vous avez un produit connecté, une usine connectée. Et du coup, en fait, c'est vrai on a été tant focusé avec cet objectif-là qu'on n'a pas forcément regardé. Et comme on a travaillé sur base d'ROI, on n'a pas eu ce réflexe. En fait, voilà. Ok. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait d'avoir été vitrine industrie du futur, ça nous a ouvert aussi des portes et des réflexions de ce type-là. En fait. Voilà. Donc, Ok. voilà, donc c'est un vrai plus. Et pour juste conclure en disant ça, c'est vrai que ça a amené par exemple, nos clients, enfin en tout cas nos commerciaux aujourd'hui font leurs réunions commerciales chez nous, puisque l'usine est devenue un argument de vente. Donc ils leur disent regardez les produits que je vous vends qui sont connectés, ils sont faits dans une usine qui est elle-même connectée. Et on a beaucoup de visites tous les mois à minima, on a une visite client pour venir visiter les infrastructures connectées et en adéquation avec les produits. Super intéressant. Merci beaucoup. Pour ceux, en tout cas, pour les participants qui souhaitent avoir des informations sur les aides possibles en région, on vous enverra un sondage à la fin de ce webinaire. N'hésitez pas à le remplir ou à revenir vers nous, vers Digital League ou Montblanc Industrie pour qu'on puisse vous indiquer les possibilités qu'offre la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je pense on peut conclure ce webinaire. Je tenais vraiment à vous remercier, à remercier les participants et surtout Olivier Mao et Nicolas Story pour cette intervention et ce retour d'expérience très, très enrichissant. Merci au pôle Montblanc Industrie d'avoir été partenaire de ce webinaire. Et puis, et puis à très bientôt, peut-être pour un prochain rendez-vous Transfo euh, euh, avec Digital League. Avec plaisir, merci à vous. Merci à Merci, tous. merci messieurs. Merci. Merci, au Merci revoir. beaucoup.